Bonjour et merci d'être venu ce soir. Je m'appelle Greg Heinrich et je travaille pour NVIDIA. Et l'objet de ma présentation ce soir, c'est l'édition de photos par l'intermédiaire des Generative Adversarial Networks, ou plus simplement les GANs. Alors je vais vous présenter quelques applications par la suite, mais j'aimerais commencer par une petite introduction à l'algorithme. Il y a simplement 3 lettres dans GANs, donc je vous propose de les voir une par une, à commencer par la lettre G. Alors, en machine learning, un modèle génératif, c'est un modèle qui apprend à reproduire les caractéristiques d'un ensemble de données. De manière importante, le modèle ne doit pas simplement mémoriser les échantillons qu'on lui fournit, mais il doit aussi faire preuve de créativité et inventer du contenu nouveau. Donc j'ai un exemple ici de Andrei Karpathy, un chercheur de Stanford, qui a fait lire à un modèle l'ensemble de l'œuvre de Shakespeare et qui lui a demandé par la suite d'inventer du nouveau contenu. Et ce que vous pouvez voir ici en bas à droite, c'est un exemple de contenu généré par ce modèle. Alors vous voyez que ça n'est pas exactement du Shakespeare, mais ça y ressemble un petit peu. Vous avez des mots un peu étranges comme Shawl ou des personnages avec des noms assez fantaisistes comme Pandarus. Donc voilà, ça c'est un exemple de modèle génératif qui apprend à créer du contenu. Si vous regardez sur Internet, vous allez trouver, je pense, un certain nombre d'introductions aux GANs qui utilisent souvent des modèles mathématiques relativement complexes. Donc j'aimerais introduire le sujet en utilisant simplement de l'arithmétique très élémentaire. Donc voilà, ça c'est un simple rappel sur la rétropropagation. Et comme convenu, le président de l'association va venir nous dériver ces équations. Donc j'appelle à l'estrade Monsieur Cédric Ulmer. Non. Bon, on n'aura pas besoin de tout ça aujourd'hui, une prochaine fois si vous le voulez, ou à l'apéritif après. Voilà, à la place de regarder ces équations, ce que je vous propose, c'est de jouer un jeu ensemble. Donc la lettre A dans GAN, ça vient du fait qu'on a un jeu qui oppose 2 adversaires. Ces 2 adversaires sont 2 agents qui jouent l'un contre l'autre. Le premier agent est ce qu'on appelle le générateur. Le générateur, dans notre cas, ça sera un petit nain dans l'ordinateur qui peint des images. Et le deuxième agent dans ce jeu, c'est le discriminateur. Et ce soir, je vous propose de jouer le rôle du discriminateur. Donc chacun d'entre vous sera un petit neurone dans le discriminateur. Et pour ma part, je vais jouer le rôle du maître du jeu. Donc je vais choisir des images qui seront pour certaines extraites d'un jeu de données d'apprentissage, et pour les autres, des images peintes par le petit nain dans l'ordinateur. Et je vais vous demander d'identifier la source de ces images. Voilà, ça a l'air fun, oui, oui. Alors voilà. On a besoin d'un jeu de données en fait pour tout problème de machine learning, et ce que je vous propose, c'est un jeu de données sur des fil hook. Alors qui sait ce qu'est un fil hook dans l'audience? Personne. Voilà. C'est très bien. En machine learning, on apprend à partir d'exemples. On n'a pas besoin de connaître le monde d'abord. On apprend le monde à travers les exemples. Donc fil hook est un mot dans une langue européenne mineure. Voilà, donc je joue le rôle du maître du jeu et je vous montre cette image ici d'un gros carré rouge, et je vais vous demander donc, qui pense qu'il s'agit d'un Wheelhook, donc levez la main. Voilà. Qui pense qu'il ne s'agit pas d'un Wheelhook? Voilà, donc je pense qu'on a à peu près les 3/4 de l'audience qui n'a pas compris la question. Alors, vous découvrez le monde là tous en même temps, donc je m'attendrai à ce que la moitié d'entre vous ait levé la main à l'une des questions et l'autre moitié à l'autre. Je vais vous donner la réponse. Donc il s'agit d'un Wheelhook. Donc là vous avez en votre possession un exemple d'un Wheelhook. Peut-être que vous commencez à vous faire une petite idée de ce que ça peut être. Je passe à l'exemple suivant.
qui est différent, on va dire. Donc je vous repose la même question. Il y aura plusieurs exemples hein, comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est un Wille-Hook? Voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde. Alors effectivement, c'est pas le même exemple que ce qu'on a vu précédemment. Là, je vais vous donner la réponse. Et non, les petites, les zigzags, là, ça ressemble pas à un Wille-Hook. Là, vous avez donc maintenant un exemple positif et un exemple négatif qui vous permet de vous faire une meilleure idée de ce qu'est un Wille-Hook. Je vais passer à l'exemple suivant. On a un tout petit pentagone bleu. Et je vous repose la question, qui pense que c'est un Wille-Hook? Alors on a beaucoup de gens qui pensent que c'est un Wille-Hook et c'est bien. C'est effectivement, je vous donne la réponse, c'en est un effectivement. Et là je vois que les gens commencent à savoir effectivement ce qu'est un Wille-Hook. Donc on progresse. Je passe à l'exemple suivant, vous levez la main. Voilà, pas beaucoup de gens. Voilà. Et peut-être que vous vous dites... c'est pas un Wille-Hook parce que les petits bords arrondis comme ça sont quand même un peu louches. Et vous avez raison, parce que effectivement c'est un exemple qui vient d'être peint par le petit nain, mais vous voyez que le petit nain aussi progresse à force de voir des exemples. Donc voilà. L'exemple suivant, là c'est facile, alors qui pense que c'est à peu près tout le monde? Et c'était le moment où vient le piège dans le jeu. Le petit nain commence à être vraiment très bon. Il vous a généré ici une contrefaçon qui est très réaliste. Vous voyez, vous n'êtes pas les seuls à progresser. Et voilà. Donc, c'est un Wille-Hook, mais ce n'est pas un Wille-Hook de mon jeu d'apprentissage. Il a été peint par le nain. Et regardez attentivement, je vais passer à l'exemple suivant. Voilà. Et là, vous allez me dire, c'est exactement la même chose qu'avant. Et c'est vrai. Donc là, vous savez... J'ai déjà vu cette bonne contrefaçon. Je sais que c'est un Wille-Hook, mais qui vient d'être peint par le petit nain. Voilà. Donc ça, ce que ça vous dit aussi, c'est que pour que le petit nain arrive à vous tromper, il faut aussi qu'il arrive à générer des contrefaçons qui ne soient pas toujours les mêmes. Sinon, c'est relativement facile pour vous de les identifier. Bon, j'en termine avec ce jeu. Le dernier exemple, je vais vous dire que c'est un exemple peint par le petit nain, mais avec une certaine dose de créativité, parce que voilà, ces petits polygones multicolorés, c'est original, on va dire. Voilà, peut-être. Je pense que maintenant vous avez compris qu'un Wille-Hook, c'est un polygone. On a vu, donc voilà, c'était un faux effectivement. On a vu qu'il est important pour le petit nain de toujours générer des exemples nouveaux, des nouvelles contrefaçons. Et pour ce faire, on peut introduire la notion de représentation latente. La représentation latente des données, c'est un vecteur qui caractérise entièrement un échantillon dans votre jeu d'apprentissage. Sur notre exemple des polygones, un polygone peut être caractérisé par sa taille, sa couleur et le nombre de faces. Et si vous tirez aléatoirement des valeurs raisonnables de chacune de ces trois caractéristiques, vous pouvez générer une infinité de Wille-Hook relativement réalistes et donc tromper l'ennemi si vous êtes le petit nain. Ok ? Alors, avec cette représentation latente, on peut faire aussi toutes sortes d'opérations sympathiques. On peut les multiplier entre eux, on peut les additionner, faire des soustractions. Donc dans cet exemple, par exemple, si on prend la moyenne d'un grand triangle rouge et d'un petit pentagone vert, on obtient quelque chose qui est un carré jaune de taille moyenne. Vous voyez donc les opérations qu'on effectue dans l'espace latent, voilà, peuvent se refléter aussi dans l'espace des données. Et je vais vous montrer ensuite comment on peut exploiter ça dans des applications un petit peu plus intéressantes. Voilà, donc le setup d'un Generative Adversarial Network, c'est le suivant. Il est illustré ici. On a donc un discriminateur qui reçoit pendant l'apprentissage des échantillons qui proviennent soit du générateur, soit de notre jeu de données. Et l'objectif du discriminateur, c'est de commettre le moins d'erreurs possible quant à la détermination de la source de l'image qu'il reçoit.
Inversement, le générateur, lui, est alimenté par voilà, des vecteurs latents qui sont tirés aléatoirement et à partir desquels il génère des images. Et son objectif, c'est de maximiser le nombre d'erreurs que fait le discriminateur. On a donc deux adversaires qui jouent l'un contre l'autre et qui, dans un cas où tout se passe bien, deviennent meilleurs au fur et à mesure que le jeu se passe. Et à la fin du jeu, on espère avoir un discriminateur qui est un générateur qui est suffisamment bon pour générer des échantillons indiscernables des échantillons réels du dataset. Voilà, c'est l'idée. Et donc je vais finir par mon introduction sur les GAN en évoquant la lettre N. La lettre N pour network, la raison derrière ça, c'est que les modèles qu'on utilise pour réaliser l'apprentissage d'un GAN sont des modèles basés sur les réseaux de neurones dont vous avez une illustration ici. Voilà. Je reviens juste un petit peu en arrière là-dessus pour vous dire que le discriminateur dans ce cas-là, c'est un réseau de classification tout à fait classique. Et inversement, le générateur a une topologie complètement symétrique dans ce cas-là. Si vous avez des questions particulières là-dessus, on peut voir ça plus tard pendant l'apéritif ou après s'il nous reste du temps. Voilà, donc si je réalise l'apprentissage d'un GAN sur un jeu de données qui consiste en de multiples photos de visages de célébrités, voilà ce que vous pouvez obtenir quand vous faites tourner le générateur sur des échantillons de vecteurs latents tirés au hasard. Donc chacune de ces images en fait est différente puisque chacune de ces images a été générée par un vecteur latent différent. Et il est important aussi de noter qu'aucune de ces personnes n'existe vraiment. Toutes ces personnes que vous voyez à l'écran ont été hallucinées par notre générateur. Donc notre générateur qui, en bon modèle génératif, a réussi à générer du contenu nouveau, mais relativement réaliste. Ok ? Alors, une autre chose que vous pouvez faire en vous amusant sur les représentations latentes, c'est réaliser l'équivalent de ce qu'on appelle les analogies. Peut-être que vous avez entendu parler de l'analogie l'homme est à la femme ce que le roi est à la reine. Vous pouvez écrire ça de manière un petit peu plus arithmétique en disant un roi plus une femme moins un homme est égal à une femme. Vous pouvez réaliser ces opérations sur du langage, sur du texte, mais aussi vous pouvez faire la même chose sur des images. Et là, vous avez un résultat qui est illustré ici avec ce carré de 25 images. L'image qui est en bas à droite est le résultat de la soustraction de l'image en haut à gauche à la somme des deux images des deux autres coins. Alors, on a une petite table ici pour vous guider dans la lecture de tous ces attributs. Par exemple, si vous prenez moins un homme, enfin une femme plus un homme moins plus une femme, voilà, c'est simple à suivre. Alors vous avez en résultat un homme. Et de la même manière, si vous prenez moins blond, plus blond, moins blond, vous avez moins blond, ou en d'autres termes, quelqu'un qui a les cheveux bruns. Et vous pouvez réaliser ces petits calculs sur chacun des attributs qui sont dans cette table. Et ça fonctionne plutôt très bien, ce que je trouve relativement magique. Je ne l'ai pas précisé, mais toutes les images intermédiaires sont simplement des interpolations qui vous montrent aussi qu'on peut générer toutes les nuances possibles et imaginables de visages quand on interpole deux visages. Ok ? Alors je continue. Alors, vous allez me dire tout ça est très bien, mais si je veux éditer une photo, il faut déjà en premier lieu que j'ai à ma disposition le vecteur latent qui va me permettre de la régénérer. Puisque toutes ces opérations arithmétiques, je les effectue sur mon vecteur latent, il me faut le vecteur latent pour pouvoir m'amuser avec mes attributs et mes images. Et donc, ce que je vous propose ici, c'est
un setup qui permet l'apprentissage d'un encodeur, c'est-à-dire quelque chose qui va associer un vecteur latent à une image en entrée. Dans la pratique, c'est relativement facile à réaliser l'apprentissage de cet encodeur. Il faut simplement inverser l'ordre des choses naturelles dans le GAN et alimenter un encodeur avec des images de mon dataset. Cet encodeur va me générer des vecteurs latents que je peux fournir ensuite à mon discriminateur et à mon générateur, pardon. Et en essayant de minimiser l'erreur de reconstruction, je vais pouvoir faire l'apprentissage de mon encodeur comme ceci. Voilà, je passe à la suite. Voilà un exemple de reconstruction, donc je vais passer rapidement. Et aussi, ce qui est intéressant dans le dataset d'images de célébrités que j'ai utilisé, c'est que chaque image est taguée avec des attributs. Donc, par exemple, est-ce que la personne est un homme, une femme, blond, brun, est-ce qu'elle sourit ou pas. Chacun de ces attributs est utile en fait parce que si j'obtiens mon vecteur latent pour chacune de mes images du dataset, pour chaque attribut, je vais pouvoir soustraire soustraire le vecteur latent moyen des images qui ont l'attribut au vecteur moyen des images qui n'ont pas l'attribut. Et ça va me donner pour chacun des attributs un vecteur caractéristique. Ce qui me permet ensuite de jouer avec mes images comme je le montre ici dans cette petite application. Ouais, ça joue ? Oui. Voilà. Donc vous avez dans cette petite application, voilà, avec les ascenseurs, voilà, on peut rajouter des lunettes aux gens, on peut leur rajouter, on peut les faire, voilà, on peut en faire des hommes ou des femmes, leur rajouter une moustache, voilà, comme ceci, les faire sourire, on peut les rendre plus attirants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on rend les gens attirants, on n'a plus que des femmes ici, là, dans le. Je pense qu'il y a un léger biais sans doute dans le dataset. Voilà, donc voilà, vous pouvez, en jouant avec ces attributs, vous pouvez vous amuser et générer toutes sortes d'hommes et de femmes. Voilà. Les attributs peuvent aussi être utilisés pour extraire des informations d'une image. Donc si vous prenez une image et que vous extrayez son vecteur latent et que vous en calculez le produit scalaire avec chacun des vecteurs caractéristiques de vos attributs, vous avez une liste de scores. Et si vous prenez les scores voilà, dans l'ordre décroissant, vous pouvez extraire les caractéristiques proéminentes de chacun des visages que vous avez ici. Donc là, j'ai pris des photos de personnalités illustres du deep learning, et donc vous pouvez voir que Yann Lequin, donc la deuxième personne en partant du bas, est effectivement un homme avec les cheveux bruns, un gros nez, bon, des lunettes, et il porte un chapeau, ce qui n'est pas vrai ici. Donc voilà, il y a quelques cas d'erreur. Ceci dit, le Yann Goodfellow, qui est tout en bas, porte effectivement un chapeau, et le score associé à cet attribut est très élevé. Voilà, alors, une autre chose intéressante à faire aussi avec tout ce setup, c'est de dégénérer le générateur. Et ce que je veux dire par là, c'est que si pendant l'apprentissage, vous arrêtez de mettre à jour le discriminateur, mais que vous continuez à mettre à jour le générateur, vous obtenez un générateur qui va essayer de maximiser les activations du discriminateur. Et ce que ça veut dire, c'est que ce générateur va tendre vers des images qui capturent vraiment l'essence du dataset. Donc ici, on voit que le générateur a appris que ce qui fait d'un visage, ce qui fait d'une image, une image d'un visage, c'est quelque chose qui a des lèvres très très sombres, très très foncées, et des yeux très perçants. Et un visage de vampire, disons. Bon. Et voilà, pour finir, je vous montre ici ce qu'on peut obtenir quand on projette toutes ces images sur un espace à 3 dimensions. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai
extrait la représentation latente de chacune des images de mon jeu de données. Je les ai projetées par analyse en composantes principales sur un espace à 3 dimensions, et ces 3 dimensions forment les coordonnées dans un monde en 3D de chacune de mes images. Et donc vous observez ici que les images sont bien regroupées en fonction des caractéristiques. Donc, par exemple, les gens à lunettes sont avec les autres gens à lunettes, les gens qui ont les cheveux blonds sont avec les autres gens qui ont des cheveux blonds, etc. Et voilà qui conclut ma présentation. Voilà.